T'as pas le droit à l'erreur, mon gars, tu meurs. C'est aïe. C'est complètement aïe. To the plains! Et yo les gens, c'est Jean, on se retrouve pour la review de l'épisode 65 de Vrain cette semaine. Un épisode qui était plutôt cool et qui avait pas mal de bons points, mais pas ceux auxquels j'aurais aimé voir, enfin pas ceux auxquels je me serais attendu déjà, et pas ceux que j'aurais aimé voir, pardon, j'ai du mal. Mais ça n'empêche qu'il y a eu pas mal de bons points. Alors déjà, pour commencer, j'espère que vous avez un peu kiffé, enfin j'espère que vous kifferez un petit peu le nouveau layout que j'ai fait pour les parties live reaction. Il y a autre chose en préparation qui arrivera peut-être dans le mois de septembre, je vais pas m'avancer tout de suite, mais il y a autre chose en préparation qui concerne les reviews et qui va arriver. Voilà, je tenais juste à vous teaser ça. On va rentrer directement dans le global du sujet. Ça marche dans des moments de drama, pas dans un duel quiz, bordel. Les gars veulent mettre du mélodrame là où il faut pas qu'il y en ait. Alors pour commencer, on va parler de Gilbo, parce que c'est un épisode fait par Gilbo. Alors on sait que Gilbo il dessine incroyablement bien, c'est beau, etc. et tout. Mais ça fait plusieurs épisodes, enfin tous en fait, tous ceux de Vrains, c'est-à-dire que quasiment tous les 3-4 mois à peu près, je vous dis qu'à chaque fois Gilbo, je ressens un petit problème entre très grosses guillemets, c'est-à-dire que c'est pas vraiment un problème, mais je ressens un petit truc en moins sur le Gilbo de Vrains comparé à celui d'Arc 5. Et je pense que j'ai enfin mis la main dessus, sur ce qui me dérangeait un tout petit peu, à savoir qu'en fait, Gilbo, dans Vrains, il dessine bien. Et c'est tout. C'est-à-dire que... Enfin non, c'est pas tout, parce que dit comme ça fait vraiment dégueulasse. Mais il dessine bien, mais il anime moins bien, en fait. C'est-à-dire que dans... Si vous voulez, dans Arc 5, Gilbo, la particularité qu'il avait, c'est qu'il était beaucoup moins présent que dans Vrains, pour le coup, bon voilà. Mais il dessinait bien, et il animait bien, tu vois. Là, il dessine bien, il anime bien aussi, tu vois, mais il anime moins bien qu'Arc 5. Et je trouve que ça se ressent, en fait. Et c'est ça le problème, entre guillemets, que j'ai, c'est que moi, je le ressens, en fait. Je ressens une espèce d'animation un peu moindre que celle qu'il avait sur Arc 5. Et à chaque fois, en fait, ça me fait ça sur Gilbo. Et je pense que, du coup, j'ai enfin trouvé l'espèce de mini-problème que j'avais avec lui, c'est que ces épisodes sont beaux. Il n'y a pas à chier, tu vois. Mais l'animation derrière est bonne aussi. Attention, je ne dis pas qu'elle est mauvaise. Bien loin de là, faut pas déconner. Pour une fois que Vrains a une bonne animation. Mais voilà, elle n'est pas aussi ouf que l'animation qu'il avait fait, par exemple, le fameux épisode où Crow se fait, voilà, vous savez quoi, à la fin enfin contre Bibi. Le fameux Crow contre Bibi, vous savez très bien ce qui se passe. Voilà, on sait que... Enfin, cet épisode-là, on sait qu'il était fait par Gilbo et l'animation était complètement dingue. Mais les dessins et l'animation, tu vois. Là, pour Vrains, franchement, je trouve que Gilbo, les dessins sont très très beaux. L'animation est propre, mais sans plus, tu vois. Elle est pas ouf, contrairement à Arc 5. Et c'est ça, en fait, je pense que je ressens ça. Et vous me direz ce que vous en pensez, parce que c'est peut-être purement moi, hein, c'est peut-être purement personnel, il y a peut-être que moi qui ressens ça et tout. Voilà, pour être franc, j'en sais rien, mais voilà, je voulais y revenir parce qu'à chaque fois je vous dis que j'ai un espèce de quiproquo avec Gilbo dans Vrains et tout. Alors j'adore ce qu'il fait, attention, hein, c'est pas pour ça que je dis que c'est de la merde, bien évidemment. Mais voilà, il y avait un petit truc qui me dérangeait et tout, et je pense que j'ai mis la main dessus, et je pense que c'est ça. Voilà, je voulais faire une petite parenthèse là-dessus.
Alors on va parler maintenant d'un point que je n'avais pas fait la semaine dernière en fait, enfin je m'en étais pas vraiment rendu compte, j'avais pas eu le recul nécessaire peut-être pour, je ne sais pas, où en fait je trouve que finalement on sent que Kusanagi est inspiré par Yusaku et son mental et non l'inverse comme ce que j'aurais aimé qu'il se passe, enfin ce que j'aurais aimé. Ce qui pour moi aurait été le plus logique et comme ce que je me serais attendu en fait. Enfin, je me serais attendu à ce que comment dire, que euh, Yusaku soit aidé par Kusanagi, encore une fois, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, et non pas Kusanagi par Yusaku. Et en fait, on sent que Kusanagi, comment dire, enfin, je trouve personnellement que ça va dans un sens unique en fait. C'est-à-dire que, par exemple, on a Kusanagi qui accompagne Yusaku, tu vois, et qui devrait le sortir de sa solitude, de son espèce de froideur. Je sais pas si c'est un mot qui existe, mais voilà, vous m'avez compris. Voilà, il devrait le rendre un peu plus sociable ou quoi que ce soit et tout, tu vois. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, je le sais bien. Mais allez pas me dire que le Yusaku d'aujourd'hui il est plus sociable qu'avant, c'est pas le cas. Et en contrario, Yusaku aurait donné également sa force à Kusanagi, tu vois. Ce qui est le cas. Ce qui est le cas du coup, c'est complètement le cas, mais pas le premier que j'ai parlé juste avant, tu vois. Et c'est cette idée en fait, je pense, que je voulais exprimer la semaine dernière et qui m'a un peu refroidi, et que du coup je n'ai pas aimé. Du coup je peux mieux vous en parler cette semaine, c'est que je trouve que ça va à sens unique dans le sens où on a le truc de Kusanagi qui est inspiré par Yusaku, par son mental, et qui du coup en prend de la graine et ça le renforce et tout, mais on n'a pas Yusaku qui prend des choses de Kusanagi en fait, c'est-à-dire que Kusanagi, t'as l'impression du coup qu'il s'en sert comme un objet et tout, parce que ça l'aide pas à se développer, ça l'aide pas dans son mental, dans son moral, ça l'aide dans rien, tu vois, à part physiquement. Et je trouve ça vraiment dommage parce que du coup tu te dis, ben pourquoi vous avez foiré une relation comme ça, dans le sens, enfin elle est pas foirée non plus, je veux pas déconner, mais vous m'avez compris en fait, c'est-à-dire que même dans l'épisode, tu vois, on voit que, comment dire, que sa relation avec Kusanagi est bien plus étroite et tout, et commence vraiment à se construire à partir de cet épisode-là, et c'est très cool, tu vois, c'est très bien fait, etc. Mais n'empêche, le truc est que, voilà quoi, enfin, je trouve que ça va quand même trop dans un sens plus qu'un autre en tout cas, ou limite dans un sens unique pour moi. Et j'aime pas ça parce que je me dis, mais le truc c'est que c'est Yusaku qui est censé le développer, pas Kusanagi, tu vois. Et en fait, Kusanagi, enfin, les deux devraient se compléter, tu vois. Et c'est pas le cas, c'est clairement pas le cas, c'est-à-dire que Kusanagi complète Yusaku pour son utilité, pas pour son caractère ou pour voilà, pour le développement, vous voyez. Et j'aime pas ça en fait. Donc voilà, tout simplement, je voulais revenir là-dessus. Et ouais, et puis voilà, vous me direz ce que vous en pensez également. On va parler ensuite du coup de la construction du deck de Yusaku qui prend tout son sens. C'est ça le plus gros point de l'épisode d'ailleurs, c'est la construction du deck de Yusaku. Pas la construction dans le sens deck build, hein, la construction dans le sens construire un espèce de lien avec son deck, construire une identité au deck, tu vois. C'est-à-dire que pour le coup, tu vois, il y a deux choses que... Comment dire, il y a deux choses différentes, mais c'est des choses que j'adore dans Yu-Gi-Oh! C'est l'identité du deck des protagonistes, tu vois. Et je trouve qu'à part Jaden et Yusei, ouais, il n'y a personne qui a une identité, comment dire, à qui son deck a une identité propre, tu vois. Il y a peut-être Yuya, et encore parce qu'il n'y a pas de lien, en fait, tu vois. Ce que j'adore avec Jaden et avec Yusei, c'est que leur deck a une identité. C'est-à-dire que leur deck a une histoire, tu vois, il y a un truc, il y a un background avec le deck, et en plus de ça, les héros ont un lien fort avec leur deck, tu vois. Et qu'on vienne pas me dire le contraire, Yugi, Yuma, Yuya, c'est pas ça. C'est clairement pas ça. C'est-à-dire que Yugi, il a le lien avec le deck, c'est l'âme des cartes, donc c'est 0. Sinon, son background, bah, il n'en a pas plus que ça. Yuma, son background de son deck, il a pas été à son père, son deck d'ailleurs. Je suis en train d'y penser maintenant. Non, peut-être pas, je sais plus. Enfin bref, voilà, si Yuma de base il sait pas s'en servir. Donc voilà, c'est terrible. Et au final, bah, son deck il change même quand il est en Exile Form. Donc il a pas de lien avec son deck, tu vois, Yuma, et j'aime pas ça. Yuya, il a une construction, son deck a une construction, Yuya, à savoir le Odd Eyes, les pendulums et tout, à savoir les pot artistes qui représentent un petit peu son moral de faire de l'entertainment et tout, qui représentent sa volonté même, et c'est très très beau, mais il n'y a pas de lien, tu vois, avec Yuya, et c'est un peu dommage, ça pour le coup. Et Yusaku, pareil, Yusaku n'a pas de lien avec son deck, mais son deck a un background
et clairement il a un background et que j'ai trouvé très cool grâce à cet épisode. C'est-à-dire qu'en fait, on nous révèle que les Anoi ont peur du Cybers, et en fait, il y a donc une espèce d'annonce qui est faite un peu sur le bon coin quelque part, hein, le bon coin de Brains, où en fait Kusanagi voit qu'il y a une espèce d'annonce comme quoi dans un donjon il y a un deck et tout, un deck Cybers à moitié secret. Est-ce que c'est une légende, est-ce que c'est fou, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vrai? Il faut aller chercher par toi-même. Et donc voilà, donc c'est leur but, ils y vont, c'est pour ça qu'ils vont dans le donjon, parce que les Anoi ont peur du Cybers, et donc utiliser le deck Cybers se révélerait être une arme efficace contre eux pour l'aspect de la vengeance de Yusaku. C'est quelque chose de très facile, mais c'est quelque chose d'extrêmement légitime, et c'est très bien pour le coup. Enfin, la construction du deck de Yusaku est très très bonne pour le coup, vous voyez, parce que voilà, c'est tout con, mais ça marche super bien, tu vois. Et on n'a pas eu un deck construit comme ça avec un background depuis Yusei, en fait. Enfin, moi, c'est ce que je ressens très, très clairement, dans le sens où comment dire, comme je vous disais avec Yuya, son deck a pas vraiment de background, si ce n'est que bon, le Oda il appartenait à Zark, oui bon, mais tu vois, il y a pas de, et encore c'était même pas lui du coup, mais il y a pas de background à proprement parler, tu vois. C'est à dire que son deck a une identité dans le sens où il reflète la mentalité de Yuya, tu vois. Sa volonté, son parcours, enfin pas son parcours, mais son rêve quelque part, et son métier, entre guillemets. Mais voilà, tu vois, il y avait ce background là, mais il n'y avait pas de construction avec le deck. Et c'est la construction du deck de Yusaku, c'est très bien parce qu'on n'a pas eu ça depuis Yusei. Vous vous rendez compte de ça? Et c'est quelque chose que moi j'adore voir dans Yu-Gi-Oh! Et que du coup je pensais vraiment pas qu'on verrait dans Vrains. Et pour le coup ça m'a bien surpris, c'était très cool. Et donc voilà, moi je valide parce qu'en plus c'était le plus gros point de l'épisode, c'était clairement, enfin l'épisode était centré sur le deck Cybers. Donc voilà, et pour le coup ils ont bien géré, c'était très cool. Et voilà, donc j'applaudis, bravo les scénaristes. Ouais, mais c'est un challenge, il a 100 points de vie. Putain, ils ont fait des duel quiz en animé, c'est trop stylé. Ah, l'idée est trop bien, surtout que c'est dans Brains, tu vois, donc ça reste un peu dans ce principe de jeu. C'est vachement cool. Ah, c'est trop bien d'animer ça, je trouve. Ça n'a rien à faire là, qu'on soit d'accord, ça n'a rien à faire là. Mais c'est trop bien. Dans l'idée, c'est vachement bien. Juste, c'est pas le bon moment pour en mettre un, quoi. Enfin. Mais bon, pourquoi pas, après tout. On va passer ensuite à ce qui est sans doute ma partie préférée de l'épisode, à savoir l'adaptation. Vous vous rendez compte de ça quand même les gars? Ils ont adapté en animé un puzzle duel. C'est-à-dire que il faut comprendre une chose, c'est-à-dire que je crois que je vous l'ai déjà dit, mais moi depuis des années et encore aujourd'hui, hein, je joue aux jeux Yu-Gi-Oh sur DS, les World Championship. Tu vois, 2009, 2010, même 2008, 2011 également. World Carnival c'était un peu de la merde et tout, mais voilà, tu vois. Et dans ces jeux-là, dans ces jeux de DS, il y a des duels puzzles, ou des quiz duels, appelez-les comme vous voulez, enfin quiz puzzle duel, voilà. C'est en fait des énigmes, il y a également ça dans Duel Links d'ailleurs, c'est assez marrant. C'est en fait des énigmes de duel, c'est-à-dire que tu dois gagner en un tour avec ce que tu as de proposé sur le terrain, tu vois. Donc c'est exactement ce qui se passe dans l'épisode. Et j'ai trouvé ça super bien d'animer ça dans Vrains. En fait, c'est bizarre parce que, en plus, je vous mettrai la live reaction, je crois, de ce passage-là. Mais ça n'avait rien à faire, en fait, là. Techniquement, ça n'avait pas de sens de le faire là, à ce moment précis de l'histoire, surtout pour ça, tu vois. Ça n'avait pas de sens, c'est-à-dire que pour marquer le coup, tu fais pas ça. Tu fais pas un deck, tu fais pas un puzzle duel comme ça dans le background pour te dire regarde c'est comme ça qu'on a eu le deck de la vengeance, c'est comme ça qu'on développe le héros, tu vois. Tu fais pas ça, en vrai ça ne se fait pas, c'est zéro. Mais je m'en fous parce qu'ils ont enfin réussi, enfin ils ont enfin fait une adaptation animée d'un puzzle duel, et j'attendais ça depuis les jeux sur DS, depuis que j'en ai fait, j'attendais ça dans l'animé et je me disais peut-être qu'un jour on va en voir et tout. Mais ça m'était complètement sorti de la tête, j'imaginais plus du tout ça dans l'animé du coup, encore moins dans Vrains. Et ils l'ont fait les gars, ils l'ont fait et je trouve ça sublime, sans déconner, ça m'a tellement fait rire, ça m'a ébloui les yeux. Pour le coup, je dois bien avouer que c'était ma hype de l'épisode. Voilà, c'est triste hein, c'est triste. Parce qu'en vrai c'est très triste parce qu'à côté t'as le développement et tout.
Et le meilleur point que je retiens, c'est le puzzle duel. Vous vous rendez compte de ça? À quel point c'est terrible. Mais je suis trop content parce que ils ont enfin adapté ça en animé et je me dis mais c'est trop bien en vrai. Surtout que mine de rien, tu vois, dans Vrains ça fait sens parce que Vrains, dans Link Vrains, tu vois, ça fait sens parce que Vrains est une société cybernétique, si on peut dire, dans lequel tu vois, tu passes du bon temps, tu t'amuses, tu joues et tout, tu vois. Donc on l'aurait vu dans n'importe quel épisode, ça aurait été super bien. Mais pas dans celui-là par contre, tu vois, pas dans le développement du Saku, ça n'a pas sa place ici. Je suis désolé messieurs dames, les scénaristes, c'est non. Là pour le coup c'est un point négatif. Mais le fait qu'il l'ait mis, voilà, tu vois, en soi c'est une mauvaise idée, mais je suis content, tu vois. Donc voilà, en plus c'était bien cool, surtout que tu avais ce sentiment que, enfin moi ce que j'adore en fait, et ce que j'ai fait également là, c'est de réfléchir, tu vois, dans les puzzle duels, j'adore ça, parce que je me dis, putain, là, c'est un peu technique et tout, comment on fait, etc. Surtout que là c'était des cartes que je ne connaissais pas. D'ailleurs il y a une carte piège, alors je demande aux joueurs pro qui me regardent, la carte piège Monster Reborn, je sais pas quoi, là où il ramène des monstres et il inflige des dommages, c'est pas la carte la plus craquée du jeu, parce qu'on m'a jamais parlé de cette carte, et si j'ai bien compris, elle te ramène autant de monstres que possible, et en plus, enfin sur ton terrain, hein, elle te ramène autant de monstres que possible, et en plus tu infliges 500 points de dégâts pour chaque monstre revenu à ton adversaire. Est-ce que c'est pas la carte la plus craquée de l'histoire quand même? Ou alors j'ai peut-être mal compris, je ne sais pas, je vous avoue que j'ai pas été voir après sur internet l'effet de la carte, parce que je me dis bon, ça serait peut-être mieux de vous demander à vous directement, mais parce que c'est complètement craqué, tu vois. Et sur le coup je me suis dit, mais c'est trop facile en fait comme truc, et bon, voilà, après c'est différent, mais c'était super bien. Malheureusement je connaissais pas les cartes parce qu'il y avait beaucoup de links, beaucoup de cartes, la seule carte que je connaissais c'était Coup de Tonnerre en fait, parce qu'elle était utilisée dans GX avec les Ojama, donc c'est vrai que c'est un peu chiant, mais mis à part ça, c'était très sympa, et j'essayais quand même de, parce que du coup Yusaku tu vois était là à dire les effets de telle carte, et moi je me disais tiens justement ça c'est pour que le spectateur puisse lui-même en même temps tu vois essayer d'analyser la chose et de résoudre le quiz tout simplement, enfin le puzzle en l'occurrence pardon, mais voilà tu vois je trouvais ça trop bien. Malheureusement je connaissais pas les cartes, donc ce qui fait que je me disais ouais mais ça se trouve il peut contrer et tout ou pas, donc j'avoue qu'à un moment je me suis perdu et j'ai pas plus cherché que ça, mais je sais que j'étais pas loin de la solution, mais parce que moi je pensais qu'il allait faire genre je pensais qu'il allait faire Coup de Tonnerre, enfin je pensais qu'il avait une carte genre pour prendre le contrôle des monstres adverses, faire Coup de Tonnerre du coup, qui aurait détruit tous les links et infligé des dommages à l'adversaire, plus ensuite utiliser la carte piège qu'il a utilisée, mais je me disais bah non c'est trop craqué, donc l'effet doit pas pouvoir se marcher comme ça et tout, et donc voilà c'est pour ça que je vous demande également, parce que je trouvais ça un peu bizarre, mais bon. Parce que du coup, l'idée, c'est que nous aussi, on essaie de de résoudre l'énigme. Mais bon, encore faut-il connaître la carte, voilà. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de cartes que je ne connais pas dans le lot, donc... Et pour finir, on va finir sur une note négative malheureusement. J'ai toujours ce sentiment d'incomplet vis-à-vis de ça, et je sais que je ne suis pas le seul, mais oui j'ai toujours ce sentiment d'incomplet parce qu'on a besoin de voir le passé du Saku, bordel. On a besoin de voir ça, sa transition entre l'incident perdu jusqu'à sa rencontre avec Kusanagi. On l'a eu pour Takeru en plus, tu vois, l'espèce de transition et tout, et pour Yusaku, on en a eu une vite fait, à savoir qu'il fait des cauchemars, et qu'au point de faire des cauchemars, et qu'il était seul, bah, il a fini par vouloir se venger, mais c'est naze en fait, enfin c'est pas assez, clairement, c'est beaucoup trop maigre, comme on peut pas se contenter de ça en fait, tu vois, littéralement, on a besoin d'une transition pour Yusaku, on a besoin de voir sa transition, tu vois, puisqu'il a pas de développement, on est obligé de voir sa transition à côté, tu vois, de voir comment est-ce qu'il est passé, enfin, je veux dire, si vous voulez, on va prendre l'exemple de Yusei. Yusei, on le voit quand il est tout petit, tu vois, il est tout heureux, malgré sa pauvreté, il est tout heureux, tu vois. Il est gentil, voilà, il est tout content. On le voit un petit peu plus quand il est ado avec la Team Satisfaction, où, voilà, tu vois, il est un petit peu... il est pareil, un peu souriant et tout, mais il est sûr de lui, il est limite un petit peu... pas forcément crâneur non plus, tu vois, mais dans l'idée, voilà, il est un peu... pas vantard mais un peu fier, tu vois, et on le voit vraiment quand il est adulte, du coup pendant tout 5D où il est très calme, tu vois, et du coup là pour Yusei, tu vois, il y a une belle transition, tu vois, c'est à dire qu'on a vu un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi il est calme et tout comme ça, etc. Et voilà, parce qu'on se dit que entre le moment où il est gosse et la Team Satisfaction,
bah il y a eu quelques années certes, mais voilà, il s'est pas passé grand chose, tu vois. Et de la Team Satisfaction jusqu'à le Yusei qu'on a aujourd'hui, là on a du développement, là on a une transition, tu vois, et qui nous montre pourquoi quand il était petit il était tout gentil, et maintenant il est tout calme, tu vois. C'est pas juste parce qu'il est devenu mature, c'est parce qu'il lui est arrivé des choses, tu vois. Et dans le cas du Yusaku, c'est encore pire parce que il lui arrivait pire à Yusaku, tu vois. Il a été torturé pendant 6 mois, on le rappelle, hein, juste au cas où. Il a été torturé pendant 6 mois à l'âge de 6 ans. 6-7 ans, ouais, oui, ils avaient 6 ans, je crois, je sais plus, ou 8 ans. Bon, bref, ils étaient gosses, tu vois. Ils ont été torturés pendant 6 mois. Tu ne ressors pas de ça avec directement l'envie de te venger, tu vois, ou avec juste des peurs qui te mettent des cauchemars et tout, tu vois. On a besoin de voir quelque chose, c'est-à-dire que Yusaku manque cruellement d'une transition. Et moi, c'est ça que je vous demande, enfin, c'est ça que je vous demande, c'est ça que je vous dis, pardon, et que je demande au scénariste, du coup, depuis plusieurs épisodes, c'est qu'on a besoin d'avoir une transition pour Yusaku, à savoir de qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il a été secouru jusqu'à maintenant. Et on peut pas se contenter de juste il a rencontré Kusanagi et voilà, et il voulait se venger. On peut pas se contenter de juste ça, parce que c'est beaucoup plus profond que ça, et c'est beaucoup plus grave que ça le cas du Yusaku, et on peut pas se contenter d'un truc aussi simple. Ce n'est pas possible, c'est-à-dire que moi vraiment, si compte juste mettre ça, et qu'à la fin de vrai, si on n'a rien d'autre, je vous le dis, le Yusaku sera terrible, ce sera le perso le plus vite de l'histoire, et ce sera vraiment chiant, tout simplement, et voilà. Ça m'énerve en fait du coup d'en parler, parce que j'ai l'impression de ne pas trop me faire comprendre ou de moi-même m'énerver et du coup d'oublier peut-être des explications et tout, mais bon, voilà. La review est déjà longue, je vais pas m'éterniser plus là-dessus. Vous m'avez compris, j'espère en tout cas, sinon je vous répondrai dans les commentaires si jamais vous n'avez pas compris, pas de soucis. Toujours est-il que voilà. Évidemment, il y a aussi le Discord, je le rappelle, pour en parler, parce que j'en parle également. Enfin, si vous allez dans la section spoiler de Vrains sur le Discord, vous verrez que j'ai mis pas mal de textes cette semaine après l'épisode, justement pour exprimer clairement mon avis. Et là, j'estime m'être bien exprimé. Donc voilà, si jamais c'était un peu confus en vidéo, je vous invite à rejoindre le Discord pour voir ça. Et donc voilà. Donc la preview nous montre que le prochain épisode sera centré sur l'Ignis de la Terre qui semble vouloir contacter Playmaker. Alors, première question, s'agit-il d'un piège? Parce que du coup le seul moyen de le savoir est bien évidemment d'aller vérifier par eux-mêmes, à savoir Playmaker et AI. Mais le truc c'est que ce qui est bizarre, c'est qu'on ne... Enfin, vous allez me dire c'est totalement con, mais on ne voit aucune image de lui dans la preview. Ce qui peut laisser penser à un traquenard, surtout quand on sait les spoilers, on sait qu'il va affronter quelqu'un qui n'est pas l'église de la Terre. Donc on verra probablement l'église de la Terre, tu vois. Mais voilà, je trouve ça quand même bizarre qu'on le voit pas dans la preview, surtout que, tu vois, il est dans le titre et tout de l'épisode, etc. Enfin, je trouve ça bizarre qu'on ait aucun plan sur l'église de la Terre dans la preview, ça me paraît un peu suspect, surtout qu'on a une espèce de petite théorie avec Dorian, je crois. Comme quoi ça pourrait être Shepard en fait qui se servirait d'Emma pour envoyer un message à Playmaker, parce qu'on rappelle qu'Emma a l'adresse de Kusanagi, chose que Shepard lui n'a pas, et donc il pourrait très bien voilà, faire un traquenard et tout pour se venger parce que Shepard est con, voilà, j'en sais rien, enfin tu vois, peut y avoir plein de trucs comme ça, donc ça peut être intéressant à voir, mais bon, on verra tout ça la semaine prochaine. En attendant, merci à vous, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je le rappelle. On se donne rendez-vous sinon à la semaine prochaine pour de nouvelles reviews. En attendant, des bisous.